The beat of the drums echoes in the pulse beat of the young braves. Salut les joueuses, salut les joueurs, je suis Paul Gara et je vous retrouve pour une nouvelle interview et cette fois-ci je suis en compagnie de David Bertolo. Salut David. Bonjour Paul Gara. Comment vas-tu ? Bien. Pas tout à fait encore remis de ma grippe de Cannes, mais ça progresse. Grippe ou Covid ? Plutôt grippe, j'ai refait des tests et pas de Covid, mais là ça fait quelques mois, dès que je retourne en salon, je reviens avec la crève ? Une grippe ou un truc assimilé. Ouais, c'est ça, c'est qu'on se demande si on n'a pas perdu l'habitude de voir beaucoup de monde et que du coup, dès qu'on est dans des conditions comme ça avec beaucoup de personnes, de brassage, on chope le moindre truc, quoi. Ouais, moi ça ressemble à ça parce que je fais des grosses périodes seul chez moi à bosser, 2 semaines, 3 semaines, un mois, et puis je vais en salon et je reviens et je suis malade systématiquement. Donc, Est-ce que tu reviens quand même avec des bons souvenirs à chaque fois ? Non, que des maladies et des mauvais souvenirs. Oh, quelle horreur. Bon, je ne peux pas te croire. Ou alors je suis maso et je retourne tous les mois en salon pour choper des maladies et des mauvais souvenirs. C'est ça, voilà, exactement. Tu as peut-être un peu de masochisme. Et voir des mauvaises joueuses et des mauvais joueurs qui t'embêtent sur les tables de jeu. Non, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. David, pour te présenter rapidement, avant qu'on rentre dans le vif de la discussion, donc tu es le président de Darukat Édition, enfin donc une société d'édition que tu as créée et qui a édité le jeu Heredity, dont on va beaucoup parler tout à l'heure. Mais avant ça, je vais te demander un petit peu quel est ton profil de joueur pour te présenter auprès des auditrices. Alors, quand je parle un peu de mon âge, ça surprend tout le temps, mais j'ai dépassé les 45 ans, et donc depuis que je suis tout gamin, j'ai commencé comme plein de monde dans le jeu, avec des livres dont vous êtes le héros, du jeu de rôle. Ensuite, j'ai fait une grosse période où j'ai fait beaucoup de jeux de rôle grandeur nature. Et j'ai redécouvert le jeu de société, je pense au début des années 2000, un truc comme ça. Faudrait que je recherche les dates, mais je pense que j'ai rejoué. À l'époque, c'était du Days of Wonder, c'était du Aventurier du Rail, et c'est vraiment Small World qui, pour moi, a été un gros coup de cœur à ce moment-là. D'accord. Et après, je me suis mis à jouer un peu plus, fréquenter des assos et rentrer là-dedans. Mais tu aimais déjà tous les types de jeux ou tu avais déjà... parce que si tu viens... souvent quand on vient du jeu de rôle ou du livre dont vous êtes le héros, on aime déjà plutôt les jeux à narratif. Enfin, on aime bien la narration. Est-ce que tu jouais quand même à des jeux de gestion ? Enfin, tu t'es intéressé aussi aux jeux de gestion, aux jeux à l'allemande ? Ouais, alors c'est quand même pas trop ma came, le jeu de gestion et le jeu à la demande. En général, je joue à peu près à n'importe quoi pour peu que la compagnie soit pas intéressante ou agréable. Mais effectivement, moi, les jeux sur lesquels je vais aller, et depuis très longtemps, c'est plutôt des jeux qui génèrent des sensations fortes côté histoire que côté calcul. Voilà. Et ensuite, quand les jeux sont vraiment des jeux à l'allemande, et qu'on arrive vers des jeux costauds avec beaucoup de règles, c'est là où je... Oui, tu vas prendre moins de plaisir. En fait, naturellement, c'est pas tu vas plutôt aller vers des jeux narratifs. Alors, pas forcément des jeux narratifs, mais effectivement, pas trop des jeux de gestion. Après, tu vois, tu me demandais mon profil de joueur. Chaque fois qu'on me demande mon jeu préféré, je réponds systématiquement un habit. Et derrière, on va trouver... je trouve que Season, c'est très bien. Récemment, il y a pas mal de petits jeux, là. Ce qu'on fait Cocktail ou Bombix ces dernières années, moi, ça me parle beaucoup. On parlait de jeux de gestion. Humanity, par exemple, chez Bombix, pour moi, c'est pile poil mon niveau de jeu. C'est-à-dire que la prise en main est pas trop compliquée, il y a de la profondeur, mais tu passes pas des plombes à essayer de comprendre ou apprendre comment ça marche. Et après, je joue quand même à des gros jeux, mais c'est pas forcément de la narration, il peut y en avoir. Mais tu vois, des jeux comme Cthulhu Wars, qui est une espèce de risque de fou, où il faut une table à l'américaine, mais tu peux jouer des factions gigantesques avec des grands anciens. Donc voilà, il y a un petit peu de tout, c'est assez varié. La composante histoire est intéressante, la composante relation m'intéresse aussi, la composante gestion peut-être un peu moins. D'accord. Et en jeu de rôle, quels étaient tes jeux de rôle préférés, enfin ceux avec lesquels tu as démarré, puis est-ce que tu y joues encore d'ailleurs aujourd'hui ? Non, j'achète un peu de jeux de rôle et je feuillette des bouquins, mais je joue plus du tout. Je pense comme beaucoup, il y a un côté nostalgie, puis après c'est un côté temps, organisation. Tout gamin, le premier jeu de rôle auquel j'ai joué, c'était L'Œil Noir, qui m'avait été montré par un cousin. Et après, moi, je m'étais investi, on avait un groupe de joueurs et chacun avait le sien pour faire tourner le rôle de MJ. Moi, c'était plutôt du Stormbringer. On a beaucoup joué à Innomine Satanis Magna Veritas. On a fait un peu de Paranoia. Bizarrement, je suis très attaché à Cthulhu, l'univers et le monde, mais j'ai assez peu joué sur table. Et puis après, pas mal d'autres choses, mais voilà, les débuts, c'était plutôt ça. Et tu parlais aussi du grandeur nature. C'était quel type de grandeur nature les classiques ou plus où on va... Enfin, quand je dis classique, c'est plus ce qu'on imagine
mettre fan ou pas, ou bien tu as exploré aussi des jeux des grandeur nature plus cérébraux, enfin je sais pas, ou plus sérieux, où on explore... Ouais, ou un peu alternatif, ouais. Pas trop. J'ai fait beaucoup de médiéval fantastique pendant très longtemps. On s'était investi dans le sud de la France dans une asso qui s'appelle Comte de Provence. Donc on a été au bureau et on a organisé des GN avec pas mal de monde là-bas, mais essentiellement du médiéval fantastique. Sur la fin, on avait un peu diversifié. En organisation, on avait fait des GN guildes avec des amis. Je crois que j'ai dû faire un Star Wars avec Nouvelle Contrée. Donc il y a eu des univers un peu variés, du Deadlands qui était très bien. Moi, c'est un des univers qui m'a quand même bien plu, et sur table et en GN. Et ensuite, mon parcours de joueur de jeu de rôle grandeur nature s'est éteint avec un jeu de rôle Harry Potter, Ah ouais? organisé par une asso de Gap. Ouais. En fait, le jeu était pour moi le meilleur jeu et le meilleur moment que j'ai passé en jeu de rôle grandeur nature. Et j'ai déjà un petit peu sur la fin de mes envies de jeu de rôle grandeur nature. Et ce truc-là, ça m'a bluffé. Et derrière, j'en ai refait 3-4 et impossible de retrouver les sensations que j'avais eues sur ce truc-là. Et bon, voilà, ça a fini par passer, quoi. D'accord, donc en fait, c'était tellement exceptionnel que tu t'es dit que courir après, enfin, vouloir absolument retrouver la même sensation, ce serait impossible et que finalement, tu serais toujours déçu? Ouais. Ouais. Alors, c'est aussi tombé à un moment où j'allais beaucoup plus en jeu pour voir des gens que j'aimais et moins pour jouer. Ce truc-là, ça a été l'exception où je me suis investi à fond et où les moments étaient vraiment très forts. Mais effectivement, derrière, ça a eu une espèce d'effet boomerang où tout était un peu trop fade derrière. Et en tant que joueur, est-ce que tu as déjà réussi à ressentir avec des jeux de société des émotions aussi fortes que dans des expériences de grandeur nature, par exemple? Parce que dans le grandeur nature, en fait, on a un investissement. Il y a le jeu, bien sûr, il y a des règles à respecter, mais il y a aussi un investissement qui est physique et mental. En fait, on donne complètement de soi. Oui. Et donc, de fait, il y a aussi plus de porosité entre qui on est et le personnage qu'on incarne. Est-ce que tu as réussi à ressentir ça déjà dans un jeu de société ou pas? Je crois pas. Peut-être Heredity, parce que tu arrives à vivre des trucs comme ça assez forts, mais après, sur les jeux narratifs, il y a un peu cette quête ou cette envie où je suis content de vivre des histoires, d'incarner des persos et de partir là-dedans. Par contre, au niveau sensation et Émotion, peut-être? émotion, ouais, c'est quand même assez... Ouais, c'est jamais allé aussi loin. Ce que tu dis sur le jeu de la nature, c'est très vrai. Hein, le fait que tu sois coupé du monde, que tu n'aies plus de téléphone, voilà, non, t'as quasiment pas besoin de prendre soin de toi. Physiquement, c'est assez dur en général. Tu cours pas mal et tu te rends pas compte de ta fatigue parce que tu joues beaucoup sur l'émotion, l'adrénaline ou autre. Ça t'aide justement à un peu lâcher prise et à vivre des trucs plus forts, alors que juste un idiot avec un costume, avec d'autres idiots. Enfin voilà, de l'extérieur, ça paraît un peu ubuesque de vivre ce truc-là. Mais ouais, l'environnement, les gens autour de toi, l'histoire, ça fait qu'en fait les émotions fonctionnent, quoi. Ouais. En fait, tu es vraiment dans ce qu'on appelle le cercle magique. Enfin, tu t'abandonnes tout et tu te laisses... Enfin, t'acceptes complètement de te déposséder de ton esprit. Enfin, peut-être pas de ton esprit critique, mais des barrières que tu aurais dans la vie réelle, finalement. Oui, et c'est pour ça que niveau dépaysement, c'est très très fort. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir... Parce que je connais quelqu'un qui a fait beaucoup de GN et qui dit que parfois, c'est même très dur après coup, enfin, moralement. On peut être très affecté, beaucoup plus qu'on ne le pense, par ce qui se passe en jeu. Bah, le dépaysement fait que tu as une espèce de syndrome dépressif quand tu sors de là, parce que tu as vécu des moments malgré tout intenses avec des gens voilà, qui étaient des moments forts, quoi. Et ensuite, bah, tu reviens le lundi ou le mardi matin et tu reprends ton train-train habituel, ta vie, ton boulot ou autre, et tu as encore la tête ailleurs, quoi. Et effectivement, cette période-là, plus les moments sont intenses le week-end et plus le retour est difficile. Et il y a un deuxième truc qui est assez rigolo, c'est qu'à force de jouer, tu finis par croiser et revoir des gens, mais que tu ne connais que dans les univers fantastiques, que dans les jeux de rôle. Et le jour où tu les vois dans la vie, bah moi, il y a des gens avec qui, sur des campagnes Medfan assez classiques, on a été ennemis pendant très très longtemps. Et quand tu finis par les voir dehors, t'as du mal à te dire que c'est des gens gentils, en fait, à faire abstraction de tout ce que t'as vécu, comme antagonisme, et ça, c'est surprenant, mais c'est assez rigolo de voir que ton cerveau, il te ment dans l'autre sens aussi. Il te fait croire que les relations factices que tu crées en jeu, finalement, quand tu essaies de sortir de ça et d'aller voir des gens que tu vois, pour dehors, pour aller boire un coup, il reste toujours ce truc-là et
t'as un peu de mal à décrocher, ouais. T'as du mal, en fait, t'as du mal à cloisonner finalement les personnes, comment dire, les décorréler complètement des personnages que t'as rencontrés en jeu, quoi. Ouais, mais ça, je pense que c'est le cerveau qui fait pas plus la différence entre ce que tu vis dans un jeu de rôle et ce que tu vis dans la vraie vie. T'as des relations que tu crées avec les gens, et derrière, ça crée des réflexes, des émotions, des trucs. Et quand ils te parlent, tu peux pas t'empêcher de penser que ce type-là, il t'a roulé dans la farine 40 fois, ou t'as eu plein de problèmes avec leur faction, ou enfin voilà, il s'est passé plein de choses, et ouais, c'est assez dur de. Et est-ce que, à contrario, quand tu joues avec des amis, des gens que tu connais dans la vraie vie, et que tu te retrouves en jeu avec eux, et que peut-être ils vont incarner des personnages, des adversaires, ou enfin en tout cas des personnes avec qui tu vas avoir des conflits, est-ce que de la même manière, t'as du mal en fait à te projeter à faire abstraction de ce que tu sais de ces personnes dans la vraie vie, qui sont peut-être tes amis ou... Oui, exactement. Et c'est pour ça qu'à un moment, ça m'a aussi un peu fatigué de faire du jeu de rôle, parce qu'on le faisait aussi souvent avec des gens qu'on aimait bien. Et en fait, ces gens, tu finis par les retrouver à travers tous leurs personnages. Et c'est pour ça que le GN Harry Potter était fabuleux, parce qu'on se retrouvait quasiment au milieu de... Enfin, il y avait une centaine de personnes, et je devais en connaître... Et ça, par contre, c'était cool, parce que mon personnage découvrait des gens, et moi, en tant que joueur, je découvrais des gens. Et donc, il y avait ce truc-là de repartir à zéro avec tout le monde, c'était vraiment bien. Donc, aujourd'hui, tu n'es plus que joueur de jeux de société, Oui. Plus de GN et plus de jeux de rôle, si je comprends bien. Ouais. Et tu as, avant de te lancer dans l'édition avec Heredity et Darukat, tu as travaillé dans le monde du jeu. Est-ce que ça a été tout de suite après tes études le secteur dans lequel tu t'es dirigé, vers lequel tu t'es dirigé, ou bien tu as eu une autre activité professionnelle avant? Comment t'es arrivé à travailler dans le monde du jeu finalement? Alors, j'ai bossé pendant 15 ans après mes études pour des boîtes d'informatique. Donc, au départ, j'ai une formation d'ingénieur en informatique. J'ai beaucoup aimé ce que je faisais, le boulot, les gens, mais assez peu le milieu de l'entreprise, hein, et tout ce que ça génère. Et donc voilà, j'ai testé, essayé plusieurs boîtes différentes, quelques boîtes de services avec beaucoup de désillusions et très rarement des trucs qui se passaient au final ou sur le long terme plutôt bien. Il y en a quand même eu, hein, je dis pas que tout est noir. Hein. Voilà. Donc le boulot au quotidien me plaisait, mais l'environnement pas du tout. Et au bout d'une quinzaine d'années, ce que je faisais en dehors, hein, les jeux, alors à l'époque je faisais encore beaucoup de rôle dans la nature, c'est ça qui me plaisait le plus. Et puis voilà, un jour j'ai basculé de boîte d'informatique à Monolith. D'accord, donc ouais, tu rentres chez Monolith quand environ? Ça doit être 6 mois après le Kickstarter Conan. En fait, ça faisait quasiment 1 an que je bossais et que je faisais des trucs à distance pour Monolith. J'ai fait beaucoup de démos de Conan. J'avais filé un coup de main pour faire des protos. J'avais fait des bricoles à droite à gauche quand il y avait besoin. Et ils étaient coincés. En fait, il y a eu pas mal de choses à gérer chez Monolith, notamment suite au succès et à la fatigue, parce que c'est un gros projet qu'ils ont porté pendant très très longtemps. Et notamment sur la partie Pledge Manager, c'était un peu compliqué à ce moment-là. Et venant de l'informatique, pour moi, il y a plein de trucs où je me posais même pas la question de savoir comment ça marchait, quoi. Donc je connaissais le jeu par cœur, je commençais à connaître un petit peu les intervenants. La partie Pledge Manager, c'était relativement facile pour moi. Donc j'ai commencé à bosser dessus depuis l'extérieur. Et puis au bout de quelques mois, on m'a proposé de rentrer dans la boîte et j'ai été le premier employé de Monolith. D'accord. Et quand tu dis le Pledge Manager, c'est quoi? Tu gérais concrètement les choix qui étaient faits par les pledgers ou? Alors, il y avait un peu tout. Ils avaient un intervenant, un mec qui s'appelait Adam, là, qui est un truc, c'était pledgemanager.com. Je crois que c'est le mec qui fait le site KickTrack avec les stats. Ok. À l'époque, il y avait beaucoup moins de choix que maintenant, hein, ça remonte un petit peu. Et donc, il fallait mettre en place le Pledge Manager avec lui, donc voir comment fonctionnait sa solution, lui fournir des données en entrée pour créer tous les niveaux de pledge, demander ou faire des images quand il y avait besoin de faire des images, importer les données de Kickstarter parce qu'il y avait les données des backers à récupérer. Derrière, il y avait des données à filtrer, il y avait des gens qui avaient été remboursés, voilà, il y avait du support, il y avait plein de trucs à faire autour, un peu d'administratif, un peu d'informatique, un peu enfin voilà. Et donc tout ça, la mise en place du PM, ça m'a pris je pense que j'ai dû commencer en juillet et le PM a dû être lancé fin août, je crois. D'accord. C'était des tâches assez polyvalentes finalement. Enfin, ce qu'on te demandait de ce que tu faisais, c'était assez varié. Oui. Parce qu'en fait, j'ai commencé avec ça, mais ensuite, assez rapidement, il a fallu, je continue à gérer le support de ça parce que j'étais tout seul. Mais faire un petit peu de dev et récupérer tout ce qui avait été fait à droite à gauche pour Monolith, parce qu'il y a pas mal de scénaristes et de gens qui ont bossé et qui ont fait des trucs. Donc tu avais les auteurs Antoine Boza, Ludovic Maublanc, Croc et Bruno Catala qui devaient faire des extensions, mais tu avais aussi plein de gens à droite à gauche qui avaient été recrutés pour faire des scénars, et donc il y avait plein de trucs à récupérer avec des niveaux de règles qui étaient assez variables, des niveaux de scénar qui étaient assez variables, donc il y a eu un peu de communication pour mettre le truc en marche.
récupérer les infos, un peu de test, du travail pour homogénéiser tout ça. Et voilà, donc sur tout ça aussi, c'est des trucs sur lesquels j'ai filé un coup de main, où j'ai bossé. Et sur le jeu en lui-même, sur les scénarios, ça t'intéressait de travailler dessus ou pas, ou t'as pas eu l'opportunité de le faire? Si, il y a 3 scénarios que j'ai fait dans Conan. Tu dois en avoir un ou deux dans la boîte de base et un dans la boîte de stretch goal, je crois. C'était la première fois que tu t'écrivais des scénarios comme ça pour un jeu, ou t'avais déjà écrit des scénarios pour du jeu de rôle ou du GN? Non, j'avais fait beaucoup de scénarios de jeux de rôle quand j'étais gamin et pas mal pour du jeu de rôle grandeur nature en organisant des GN, oui, toute la partie scénario et tout ça. Donc on a fait plusieurs campagnes. J'ai rejoint des équipes d'orgas existantes où on a fait des jeux et oui, j'avais fait pas mal d'écriture de scénarios là-dessus. Même si ça raconte une histoire, mais au niveau mécanique et game design, c'est pas du tout la même chose, quoi. Mais Est-ce que la mécanique a plus d'importance dans le jeu de société, en fait? oui. Oui, et ça c'est un des gros trucs sur Conan que les gens avaient du mal à comprendre, c'est que le jeu existait déjà et qu'il était assez fort, que l'histoire devait raconter un truc et faire une mise en place, une situation entre guillemets stratégique ou enfin de début de partie, quoi. Et après il fallait résoudre les problèmes. Et dès que les scénaristes ou rajoutaient un jeu par-dessus le jeu, rajoutaient des tonnes de règles spéciales et tout ça, ça devenait beaucoup trop vite. Ça alourdissait? Exactement, ouais. Et tu perdais l'intérêt initial du jeu. Donc c'est aussi un exercice de réussir à trouver, parce qu'il a fallu faire, je crois, 60 scénarios. Donc se renouveler, faire 60 scénarios sans bouger beaucoup de mécanique. Et tu vois, ça a été fait avec plus ou moins de réussite. Il y en a qui ont pas mal de mécaniques spéciales, il y en a qui ont très très peu de mécanique. Et en fait, le premier scénario, celui qui a été le plus joué et le plus testé, c'est quasiment le plus simple et c'est quasiment le meilleur, quoi. C'est toujours la difficulté, bon, on en reparlera un peu après, mais sur les jeux qui racontent une histoire, c'est toujours de trouver un équilibre entre une mécanique qui est pas trop invasive, mais qui est suffisamment robuste pour porter le jeu et son propos et donner de l'adversité aux joueuses et aux joueurs. C'est toujours la difficulté, en fait, de trouver le bon équilibre entre ces deux impératifs. Oui, et puis c'est la quantité. Tu vois, tu fais ça sur 1, 2, 5, 10 scénarios. Quand il t'en faut 60, à un moment, t'es content d'avoir du 109 pour renouveler un peu ce que tu racontes, mais c'est aussi des gens qu'il faut reformer, recadrer, essayer de faire en sorte que le cadre soit le même pour tous, parce que en fait, un scénario, faut pas que tu relises des règles avant de jouer. Tous les scénarios doivent obéir au même système de règles et tout ça, donc voilà, il y a pas mal de choses à caler et ajuster là-dessus. Ouais. Comment vous faisiez, enfin, j'imagine que tu as participé aussi à toutes les phases de test des scénarios. C'est combien de... Parce qu'en fait, en plus, un groupe, remarque, ça peut se rejouer, mais c'est vrai que c'est pas la même chose quand tu connais déjà le scénario et ses enjeux, ses tenants et ses aboutissants. Faut trouver de nouveaux groupes. Comment ça se faisait? Alors déjà, c'est pas du narratif, donc moi je peux le jouer 40 fois le scénario, il n'y a pas de problème. Le premier scénario de Conan, je sais pas, moi j'avais fait une centaine de parties de démo, le système avait évolué parce que j'avais commencé un peu avant la campagne. Tu peux tester et faire l'immense majorité des réglages seul ou dans ton groupe de dev et tout ça, mais aujourd'hui, moi je suis intimement persuadé que si tu montres pas ton travail aux gens et si tu mets pas dans les mains des joueuses et des joueurs, ça marchera pas. Parce que t'es très mauvais juge pour juger de la difficulté d'un jeu, des réflexes, des compréhensions, de ce que tu veux mettre, ce que les gens lisent, ce que les gens comprennent, ce que les gens font. Enfin voilà, il y a tout. Et ça, tu le vois que si tu mets le jeu dans les mains des gens. Et c'est un truc où c'est quelque chose que j'ai appris chez Monolith. Ça sert à rien d'avoir raison contre la terre entière. De toute façon, ton jeu, t'espères que le plus de gens possible vont y jouer. Donc il vaut mieux que ça marche. C'est hyper intéressant ce que tu dis, parce que souvent on dit ouais mais c'était pas l'intention des auteurs, mais en fait j'ai envie de te dire je comprends tout à fait l'argument, sauf qu'à un moment ton jeu c'est un objet public, oui. Et tu vas le transmettre au public et finalement c'est le public qui va se l'approprier, et même si toi c'était pas ton intention, c'est quand même le ressenti du public qui finira par l'emporter d'une certaine manière. Oui, et donc si ton intention est forte, c'est pas un problème, sauf qu'il faut que tu ailles vérifier qu'elle fonctionne. Et peut-être que la manière dont tu veux la faire marcher, c'est pas compris, c'est trop compliqué, ça marche pas, c'est pas des réflexes pour les autres, c'est des réflexes que t'as pour toi. Donc si tu veux faire un jeu pour toi et être seul à y jouer, il y a aucun problème. Si tu veux faire un jeu pour que le jeu soit joué par le plus de personnes possible, ça vaut peut-être le coup de te poser la question, de voir comment ça marche. Ok, donc tu es resté chez Monolith combien de temps ? Quasiment 5 ans. On a fait à peu près un peu moins de 2 ans en région parisienne dans les locaux des Space Cowboys. Donc on était assez proche d'Asmodée. Et pratiquement 3 ans à Quimper avec le loco de Bombix, les frères Asquette là, et toute l'équipe, Laura, Yann. D'accord. Et j'ai vu aussi que tu avais travaillé sur Conan comme tu le disais, mais aussi sur Claustrophobia et Batman, c'est ça ? Ouais, alors vu que j'ai été le premier employé, je
crois que 6 mois ou 1 an plus tard, il y a une deuxième personne qui nous a rejoint et puis après l'équipe a un peu grossi. Tout à l'heure, tu disais que je faisais plein de trucs différents, que je touchais un peu à tout. Ça a quasiment toujours été le cas jusqu'à ce qu'on bouge à Quimper où là, Erwan a essayé de réorganiser un peu et de redéfinir un peu mieux les rôles. Et donc, c'est notamment le moment où Claustrophobia, la V2, avait un petit peu commencé. Et moi, je m'entendais très bien avec Croc. Et Erwan m'a donné la possibilité, alors dessus, je suis crédité en tant qu'assistant d'édition, mais donc de bosser avec lui sur la partie édition du jeu. Et c'est la première fois où je suis parti pas de zéro parce que le jeu existait déjà, hein, mais en tout cas, sur ce projet-là, j'ai fait l'édition du début à la fin. Pas tout seul, hein, parce que mais donc sur la partie DA, sur la partie dev, sur la partie suivi avec les auteurs, sur les scénarios à refaire et tout ça. Et ouais, c'est mon meilleur souvenir chez Monolith. Ouais. Qu'est-ce qui fait que tu as quitté Monolith, finalement ? La gestion de la boîte était un peu compliquée et après nous avoir déplacés de Paris à Quimper, ils ont fermé les bureaux de Quimper et donc revenir sur Paris, moi c'était compliqué. Et il y avait plein de trucs à gérer et voilà. Donc une bonne partie des gens à ce moment-là ont quitté Monolith et moi j'en ai fait partie. Et là c'est Erwan qui bossait avec Matago à l'époque, notamment sur la coédition de Takenoko, qui m'a trouvé un boulot chez Matago. Chez Matago, tu fais la même chose que ce que tu faisais chez Monolith ou c'est une autre fonction que tu prends ? Alors, si je dis pas de bêtises, je dois être un truc genre directeur de collection ou autre, donc le titre est un peu pompeux, mais en fait, je devais gérer plutôt la partie jeu expert en termes d'édition. Mais même si Matago, il y avait un peu plus de monde et c'était un peu structuré, là aussi, tu touches quand même à pas mal de choses. Et en pratique, j'ai surtout fait la V2 de Kemet avec les auteurs Guillaume Montiage et Jacques Barriot. D'accord. Les fabuleux auteurs Guillaume Montiage et Jacques Barriot. Donc, et tu restes chez Matago combien de temps ? Un peu moins d'1 an en fait. Je m'en vais l'été suivant. J'arrive juste après Essen et je quitte Matago en août après avoir finalisé les règles du jeu. Donc là on est en 2020, c'est ça à peu près ? Ouais, ça doit être un truc comme ça, ouais. Ouais. Qu'est-ce qui te motive en fait parce que là après Matago tu te mets à ton compte. Oui. Donc c'est complètement c'est une autre aventure oui. En termes de statut, c'est plus du tout la même chose d'être salarié que d'être en indépendant. Souvent c'est considéré comme plus une prise de risque bien souvent parce que tu te retrouves avec plein de choses à gérer que tu gères pas quand tu es salarié. Ouais, moi j'ai été salarié toute ma vie, j'ai jamais fait ça. Hein. Donc ouais, c'est l'aventure. Ouais, et qu'est-ce qui te motive à ce moment-là ? Alors au début, en quittant Matago, j'ai essentiellement fait du KS, que ce soit chez Monolith ou chez Matago. Kemet, c'était aussi un KS qui a très bien marché chez Matago, mais c'était aussi une campagne Kickstarter. Donc, naturellement, il y a des gens qui tapent à ma porte. J'ai jamais cherché ou démarché quoi que ce soit. Hein. Donc, des gens qui veulent se lancer dans l'édition et faire des projets, des campagnes Kickstarter et qui ont besoin d'aide à différents niveaux, un peu de conseils, un peu d'édition, un peu de mal. Donc voilà, j'ai filé des coups de main pendant quelques mois. T'es vu comme quelqu'un qui a une expertise en matière de financement participatif ? Ouais, mais un peu plus que ça parce que la partie financement participatif, c'est quasiment que ce que j'ai fait. Mais j'ai quand même fait de l'édition, j'ai beaucoup discuté avec pas mal de... Voilà, j'ai fait du suivi d'illustration avec les dessinateurs. Enfin, le fait d'avoir touché à tout, ouais. Par rapport à quelqu'un qui démarre, il y a plein de choses qui sont évidentes pour moi et des bêtises à ne pas faire, des trucs, des écueils dans lesquels il faut pas tomber. Donc c'est pour ça que les gens que j'aide un petit peu à ce moment-là, selon leurs besoins, je suis capable de leur apporter en tout cas une aide ou des infos sur pas mal de trucs. Par contre, il y a quelque chose où là je le fais en ce moment encore pour Equinox, hein, pour le jeu Cartacolican Altered. Un des premiers trucs que j'ai dit à Régis et à Eric quand j'ai été vu en entretien, c'est que jamais j'arriverai avec une solution toute faite en leur expliquant que c'est ce qu'il faut faire pour que ça marche. Pour moi, le seul truc que je fais, c'est que je partage mon expérience, je réfléchis avec eux, mais ils connaissent leur jeu mieux que moi, on essaie de trouver des solutions ensemble et on essaie de trouver à un instant T le meilleur choix à faire en fonction des décisions à prendre. Ouais, donc t'apportes pas une solution clé en main en fait. Tu t'adaptes aux besoins et aux contraintes particulières de tes interlocuteurs. Ouais, les gens qui cherchent des solutions toutes faites sur Kickstarter, si vraiment ça existait, la personne qui a ça en main, elle pourrait faire tous les 3 ans des projets à 10 millions et ça n'existe pas. Donc ça, c'est une activité que tu as encore aujourd'hui, donc de conseil en fait, un peu en freelance, du conseil pour les financements participatifs notamment. C'est ce que tu fais encore au quotidien. Alors surtout à ce moment-là, parce qu'on vient de lancer après la campagne Kickstarter d'Altered les questionnaires là pour récupérer les réponses. Et voilà, depuis quelques semaines, je passe une bonne partie de mes journées à faire ça. Ouais. Donc c'est selon les moments un peu plus prenants et d'autres un peu moins. Et en parallèle donc de cette activité, tu as fondé il y a 2 ans, parce que en fait j'ai regardé et c'est exactement le jour où on enregistre que la société a été immatriculée officiellement. Donc j'ai trouvé ça assez amusant.
Tu as fondé la société Darucat, donc une société d'édition. Ouais. Je pense que tu n'es pas le seul associé. Non. Tu as un co-associé. On est pas mal, ouais. Vous êtes pas mal. En fait, la fondation de la société Darucat, donc ça a 2 ans. Ça faisait déjà 1 an que je bossais sur Heredity et pour la boîte. Je le faisais avec mon statut d'auto-entrepreneur. Et en fait, il y a un truc tout bête. On est arrivé à Cannes, on a eu besoin de papiers comme des assurances et des trucs comme ça. Donc, je me suis un peu mis un coup de pied au derrière pour créer la société début février. Et ça a mis un petit peu de temps. Et c'est pour ça que c'est arrivé fin mi-mars, quoi. Ok. Donc, tu crées cette société parce que tu as déjà en ligne de mire le projet Heredity, finalement. Ouais, ça fait quasiment 1 an que je bosse dessus, ouais. D'accord. Donc, Heredity, c'est un jeu qui est sorti il y a 3-4 mois, je pense. Début octobre, ça fait quasiment 6 mois maintenant. Non, début 6 mois. Oh là là, j'ai du mal à compter. Non, je nous vois encore en 2023, c'est pour ça. Et quand le jeu est sorti, tu dis que c'est quand même 5 années de travail en tout. Ouais. Comment tu as rencontré les auteurs? Jeu de rôle grandeur nature. D'accord. Tous les gens qui sont dans la boîte dans Darucat, c'est des gens avec qui j'ai fait du jeu de rôle grandeur nature directement ou indirectement. D'accord. Donc les auteurs, on va les citer. Hein, c'est Jérôme Camps et Laurent Cobel. Ouais, tout à fait, ouais. C'est eux qui te parlent de leur projet ou c'est parce que vous êtes amis, ils te montrent leur jeu? Enfin, comment ça s'est passé? Comment l'essai, ça s'est transformé en une aventure éditoriale? Alors eux, leur association de jeux de rôle grandeur nature, c'est une super asso de Montpellier qui s'appelle Terra Ludis, où il y a plein de gens très très bien. Et donc Laurent, à l'époque, était venu nous voir sur Quimper et il me fait jouer à Heredity. Alors c'était pas il y a 3 ans, ça c'était, je pense, il y a 5 ans, parce que c'était... Ouais, c'est ça. J'avais vu 5 ans, ouais, en tout, hein, de travail, tu disais, sur le jeu. Ça faisait un petit moment qu'il bossait dessus, mais voilà. Et donc là, il me montre une version du premier scénario où il y a déjà des choses visuellement qui ressemblent encore à ce que c'est aujourd'hui, au niveau dessin, un petit peu au niveau ergonomie et édition. Par contre, au niveau mécanique, c'est très classique. T'as des cases, t'as des règles pour déplacer tes persos et tout ça. Donc, effectivement, c'est plutôt sympa à jouer, mais ça a rien de révolutionnaire au niveau narration. Il y a une histoire qui est un peu plus forte, mais en gros, t'as l'impression de jouer à du zombicide, quoi. Un peu plus simple. Enfin voilà, il y a quand même des idées qui l'éloignent de zombicide, mais c'est pas un truc qui est foncièrement différent d'un jeu comme ça, quoi. Il n'y a pas une grande originalité. Il y a quelques petits trucs qui déjà me titillent, mais effectivement, il y a rien qui me fait basculer. D'accord. Tu joues comme ça dans le cadre de Monolith? Ah non, il vient chez moi, là, et ouais, c'était perso à la maison, ouais. Et il te montre, voilà, il te dit j'ai fait ce jeu et tout. Et là, tu as tout de suite un petit coup de cœur pour le jeu? Enfin, tu vois tout de suite un potentiel? Non, à l'époque c'était sympa et j'avais un pote qui me montrait un jeu, donc on en a discuté un petit peu, on a échangé un petit peu après derrière sur le jeu et tout ça, mais non, à l'époque il n'y a pas eu ce truc-là ce coup de cœur sur le jeu. Le coup de cœur arrive 2 ans plus tard, quand je rejoue toujours au premier scénario, hein. Mais là, donc les 2 auteurs, c'est Jérôme et Laurent. Hein, et donc Jérôme a ajouté un truc, a ajouté la ligne de temps. Et donc la ligne de temps, sur le premier scénario, ça gère une mécanique d'événements. Et ça gère l'ordonnancement des activations de nos personnages ou des ennemis et de plein de trucs. Et ça, par contre, ça m'a complètement bluffé. Donc le jeu avait un petit peu évolué déjà entre la première fois où j'y ai joué et cette fois-là. Mais la différence, c'est la ligne de temps. Ouais, parce que pour le jeu, effectivement, en fonction de ce qui va se passer, on va rajouter des cartes événements dans une ligne de temps. Et l'avantage, c'est qu'on a des informations sur ce qui va se passer, ce qui va nous arriver, en fait. En gros, ce qui va arriver. Et ça permet aussi d'anticiper ou pas si on choisit de le faire. Enfin, on a des indices pour anticiper finalement les difficultés ou que nos personnages vont rencontrer. Ça, ce truc-là, c'est ce dont tout le monde parle, la mécanique d'événement, c'est ce que tu vois au premier scénario, mais en fait, de manière un peu plus forte, la ligne de temps, elle va réagir à ce que tu fais. Donc vous allez trouver un paquet de scénarios, qui est un truc à explorer. Alors, en fonction de nos choix, nos explorations, on va révéler plein de cartes. Certaines vont aller dans la ligne de temps. Et donc, même ce qui se passe dans la ligne de temps, de toute façon, ce n'est que les conséquences de nos choix et de nos explorations. Et après, dans la ligne de temps, certaines cartes vont arriver en disant « Attention, vous avez vu un rideau bouger derrière la fenêtre de la cuisine. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous allez voir? Est-ce que vous vous en fichez? Est-ce que vous attendez là, planqué dans le noir avec un fusil? Est-ce que vous commencez à barricader des trucs ?» Il y a plein d'options. Mais le jeu te dit, tout ce que tu as vu toi, c'est un rideau qui bouge derrière la fenêtre de la cuisine. Et derrière, t'assumes et tu continues à jouer. Donc il y a vraiment ce côté-là où la ligne de temps, elle réagit. Et il y a, en fait, une des grosses directions du jeu, pour moi, c'est on est responsable de ses actes. Donc on va faire des choix et derrière le jeu
plus ou moins bien, avec certaines mécaniques, mais essentiellement à travers la ligne de temps, va réagir à ça et va nous faire vivre quelque chose que la table d'à côté vivra pas si elle fait d'autres choix ou différemment. Ce que tu expliques, c'est un peu moi, je suis une très grande fan de jeux narratifs et comme tu le disais, je suis souvent, enfin, on est toujours un peu déçu. Enfin, on a l'impression qu'on n'arrivera jamais à trouver le jeu narratif, le jeu de société narratif idéal, parce que c'est ça qu'on voudrait, c'est que le jeu puisse vraiment réagir en fonction de nos choix et que ce soit pas finalement des embranchements déjà trop prédéfinis. Et il faut que le jeu arrive à nous donner l'impression qu'il y a vraiment une réaction à ce qu'on fait, à nos choix. Je comprends que c'est ça qui t'a bluffé parce que c'est souvent ça que les joueurs et joueuses de jeux narratifs recherchent, en fait. C'est l'interaction avec le jeu. Ce que tu viens de dire là, ce que tu as décrit, ça ressemble à une partie de jeu de rôle, sauf que dans un jeu de plateau, tu n'as pas de MJ. Et donc, il faut réussir à appréhender suffisamment les joueurs pour avoir l'impression qu'il y a plein de choses qui sont prévues dans la boîte, mais que c'est tes choix, tes décisions, et que tu n'es pas juste dans une espèce de tunnel scénaristique où tu n'as aucun choix, quoi. Et donc, il y a plein de petites astuces. Alors, c'est souvent des astuces d'escrocs, hein, mais tant que ça marche, l'objectif, c'est que les gens s'y retrouvent, vivent un truc et l'impression que... qu'ils ont eu le choix, en fait. Que s'ils avaient fait autre chose, l'histoire aurait pu se passer différemment. Et du coup, quand tu vois ça, c'est ça qui te bluffe, c'est cet aspect-là que tu trouves fort. Toi, tu l'as dit, hein, tu aimes bien les jeux narratifs. Tu avais déjà des jeux narratifs qui t'avaient bluffé. Je sais pas, moi, je pense à Time Stories qui, malgré tous ses défauts, moi, c'est quand même un jeu qui m'avait bluffé. Quand j'y ai joué la première fois, j'ai quand même été assez épatée par Time Stories. Je sais pas si tu avais eu déjà des jeux comme ça qui avaient été qui étaient des grosses références pour toi de jeux narratifs. Non, pour moi, c'est Time Stories, déjà parce qu'il a défriché plein de choses. Il a défriché le fait de jouer à un jeu une fois et derrière, de plus pouvoir y jouer, de mettre en place une histoire qui est assez forte, de t'embarquer dans du jeu narratif ou des trucs comme ça. Après, c'est pas un jeu qui est exempt de défauts, hein, mais voilà. Oui, c'est vraiment, oui, tout à fait. Mais en fait, on l'aime malgré ses défauts, je trouve. C'est un jeu qu'on arrive à aimer très fort malgré tous ses défauts, quoi. Et en plus, en ayant passé 2 ans chez les Space Cowboys à Paris, j'ai eu la chance de jouer en tant que joueur à des trucs qui sortaient en boutique et en même temps de voir un peu le côté développement, de tester des scénarios qui étaient en cours chez eux et donc de voir un peu l'envers du décor. Et je pense que Time Stories, c'est quand même une brique assez importante dans... Ouais, puis je pense aussi que c'est un des premiers jeux qui exploite l'idée de l'exploration d'un deck de cartes. Je pense que c'est vraiment un jeu influent pour ça parce que c'est un des premiers jeux, pour moi, où on a vraiment cette idée qu'on peut explorer à travers des cartes. Et en fait, c'est aussi ça qu'ouvre la voie à Unlock, en fait, derrière. Enfin, je pense que c'est... Ah oui, hein. Qui familiarise l'idée de ça, quoi. Et là, dans ce que tu dis, il y a un truc... L'exploration de cartes, c'est assez intéressant parce que tu as l'impression que tu vas pouvoir te promener dans un scénario. Mais pour moi, et le truc le plus fort, alors je dis pas ça pour défendre Heredity, hein, mais c'est aussi les choses qui m'ont manqué un peu à droite à gauche. Dans Time Stories, il y a ce système de jetons qui te dit, ok, si tu as fait un truc avant, grâce à ce jeton-là, il va se passer quelque chose. Donc c'est très mécanique parce que les jetons sont pas thématiques, c'est des trucs génériques. Mais ça veut dire que si tu fais quelque chose à un instant T et que derrière tu vas dans une pièce, probablement que tu auras un autre déroulé d'histoire que si tu allais directement dans cette pièce. Oui. Et par exemple, tu parlais de jeux narratifs. Moi, j'ai bien aimé la première partie de Détective. Je trouvais que ça rend assez bien le côté épisode des experts et tout ça. Mais il y a un truc qui m'embête, c'est que si tu vas interroger quelqu'un et tu sais que le meurtrier ou la meurtrière, finalement, ils étaient mariés, il y en a un des deux qui voulait divorcer et tout ça, tu vas pas lui poser les mêmes questions en ayant connaissance du divorce, alors que si tu vas le voir pour la première fois, tu lui dis juste, ok, je prends des infos, je suis un simple policier, je prends des notes, quoi. Oui, le jeu n'interagit pas suffisamment, en fait, avec... Exactement. Et moi, c'est un peu ce qui m'a déçu dans plein de jeux. Et quand tu parles de Time Stories, je trouve qu'il y avait déjà ce truc-là grâce au jeton, même si c'était un peu fastidieux à manipuler, hein, mais ouais, ça, c'était cool. Ouais, par exemple, si on reprend un autre jeu d'enquête, dans Chronicle of Crime, c'était l'apport du scan, en fait, de l'application. C'est que l'application, elle te permettait de répondre. En fait, elle pouvait gérer cette partie de réponse. Après, ça posait d'autres soucis, notamment des soucis de manipulation, qui fait que l'application finissait par prendre un peu trop de place et puis que tu étais tenté de scanner un peu tout et n'importe quoi pour t'en sortir. Mais c'est vrai que c'est toujours ça. On en revient à l'idée d'avoir un jeu qui interagit avec ses joueurs et joueuses, quoi. Ouais. Mais là, tu parles de Chronicle of Crime. Il y a Destiny aussi, qui a une application et qui permet de faire des trucs un peu comme ça. Pareil, moi, Destiny, ça m'a un petit peu... j'étais content d'essayer. Et en fait, le fait que tu aies une application... En fait, ça m'embête d'ajouter un truc hors du jeu pour gérer des trucs qui sont trop compliqués, trop mécaniques, et que cette appli, elle apporte rien de plus. Et donc, tu vois, les scénars de Destiny, je trouve finalement, c'est qu'un assemblage un peu générique de lieux et tout ça, et ça permet pas de renforcer le côté narration. Et c'est un peu dommage, je trouve. Ouais. Tu pourrais aller vivre un truc qui est assez chouette, parce que justement, ton histoire, elle est gérée par une app,
Et donc, tu pourrais avoir ton application qui gère plein d'embranchements et plein de trucs compliqués. Et bah, ça le fait pas. Et au final, Destiny, quand il joue, finalement, tu pourrais quasiment jouer sur la tablette sans la boîte, ça changerait pas grand-chose, quoi. Et pour en revenir à Heredity, est-ce qu'à un moment, c'est une chose que vous avez envisagé d'avoir une application ou ça n'a jamais été envisagé du tout? Alors, pour moi, non. Après, il faudrait demander à Jérôme et Laurent, mais je pense pas non plus. Une fois qu'ils avaient l'idée de la ligne de temps, finalement, ça suffisait pour gérer l'interaction, ouais. Exactement. Même si c'est pas parfait et même si là aussi il y a des trucs à peaufiner, à améliorer ou autre, la ligne de temps, ça permet justement de s'abstraire d'applications. Ça veut dire que tu dois construire tes scénarios en fonction, et ça c'est aussi un exercice qui est assez intéressant. Mais par contre, sans application, bah, tout le monde reste concentré sur la table. Et c'est ça que je trouve assez chouette. Unlock, tu as une app, et finalement, même si elle est centrale, elle est suffisamment accessoire pour pas focaliser l'attention de quelqu'un. Et à partir du moment où tu as vraiment un truc où l'écran devient le vecteur principal d'information, bah, je trouve que pour l'instant, j'ai pas trouvé de jeu, de trucs hybrides où l'apport est suffisamment intéressant pour le justifier. Et si, il y a Trax. Trax, c'est pas mal pour ça. Moi, j'aime bien aussi. Ouais, j'aime beaucoup Trax aussi. Ouais. Mais je trouve que dans Détective, par exemple, l'utilisation du site Antares là est pas trop pesante en fait. Elle est vraiment accessoire à ce que tu fais. C'est plus un outil. C'est pas le cœur du jeu en fait. En fait, j'aime bien parce que ça raconte vraiment le côté t'es policier et tu vas te connecter à ton terminal, tu vas chercher des infos. Ça, c'est en plus c'est bien thématique, ouais. Exactement, ouais. Mais il n'empêche que la personne qui gère ce truc-là, tu vois qu'à la fin de la partie, elle a raté des trucs sur le jeu et que les autres, à un moment, sont frustrés parce qu'ils aimeraient vérifier 10 trucs en même temps et il n'y a qu'une personne qui a l'écran. Donc, même ça, je trouve que c'est plutôt cool, mais ça pose encore des soucis, quoi. Pour en revenir à Heredity, donc quand tu fais cette partie où il y a cette ligne de temps qui s'est rajoutée, là, tu dis que t'es bluffé. Et est-ce qu'à ce moment-là, tu te dis que t'as envie d'éditer le jeu ou pas encore? Alors, non, ça se fait petit à petit. Le truc qui me frappe à ce moment-là, c'est que la ligne de temps, si ça marche, ça permet de raconter plein d'histoires. Et donc ça, c'est ce truc-là, c'est cette idée-là qui va germer, c'est que je sois éditeur ou pas, peu importe, à l'époque, quand je suis rentré sur le projet, au départ, ils voulaient faire une campagne KS et c'était aussi pour leur filer un coup de main, comme je faisais pour pas mal d'autres projets. Mais en tout cas, il y a eu cette idée-là de se dire, ok, la ligne de temps, ça peut servir à faire du space opéra, du polar, du medfan, des histoires de pirates et ce qu'on veut, quoi. Ouais, tu le vois finalement comme une mécanique générique qui pourra être utilisée dans plein de choses différentes, pour plein de types de jeux différents. Ouais, un peu comme Time Stories, ouais. Et du coup, après, comment tu t'es investi plus dans le projet? Alors, au départ, après avoir joué à cette version-là, donc Jérôme et Laurent veulent s'auto-éditer et se faire une campagne KS pour lancer le jeu. Donc, au départ, je commence par leur filer un coup de main. Donc, je discute et tout ça. Quand ils ont des questions, je réponds. Au départ, ça se fait naturellement. On discute juste entre amis et voilà, quand ils ont des questions, je réponds. Et puis petit à petit, ils se rendent compte qu'en fait, eux, ça avance pas comme ils ont un boulot et une vie à côté. Ça demande beaucoup de trucs, beaucoup de boulot et beaucoup de choses à faire pour que ça avance et que ça se structure correctement. Donc d'abord, je commence à leur filer un coup de main officiellement sur la campagne KS, et puis ensuite, je commence à leur filer un coup de main en tant qu'éditeur. On finit par décider de faire une campagne KS tous les trois, et puis ensuite, ça va évoluer jusqu'à ce que finalement, ce soit moi qui devienne éditeur du jeu. Mais donc, il y a eu plein d'étapes intermédiaires où petit à petit, un peu plus, un peu moins, de quoi vous avez besoin, qu'est-ce que je peux apporter, et voilà. Au final, quand on décide d'éditer le jeu, et moi, ça faisait un petit moment que j'avais envie d'éditer des jeux, mais je voulais pas juste éditer des jeux pour rajouter un 1001e jeu en boutique chaque année. Il fallait que le jeu vaille la peine de se battre pour lui, et que derrière, tu vois, j'imagine un potentiel ou quelque chose où, ok, si tu bosses sur un truc comme ça, il a une chance de marcher, il a une chance de marcher sur le long terme. Tu vas pouvoir bosser 1 an, 2 ans, des mois et espérer un jour pouvoir être rémunéré avec ça. Donc il n'y a pas ce côté juste se faire plaisir pour faire exister un jeu. C'est vraiment un projet. Alors je suis pas très fort en truc entrepreneurial et tout ça, mais il y a vraiment cette idée-là de projet entreprise autour de ce jeu-là. Et du coup, vous avez exclu après la possibilité de faire un financement participatif. Ouais. Alors ça s'est fait petit à petit. Une fois que je suis de plein pied dans le projet, je commence à faire des démos et tout ça. Donc le premier salon qu'on a fait, ça doit être le Flip, il y a presque 4 ans. Et ensuite, derrière, j'en fais pas mal. Moi, je dois faire Orléans, Vichy, je fais pas mal de salons année après année. Et donc, je prends le jeu et je le fais jouer aux gens. Et donc, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, quand tu vois comment le jeu fonctionne sur les gens, après qu'il ait fonctionné sur toi, ça renforce un peu tes convictions de, ok, ce truc-là a du potentiel et il faut y aller. Et ensuite, chaque fois que je faisais des salons et tout ça, je revenais avec une tonne de retours et on débriefait, on faisait évoluer le jeu, on a corrigé un million de trucs dessus. Mais donc,
je l'ai montré en salon et je l'ai aussi montré à tous les gens que je connaissais. C'est-à-dire les gens de chez Bombix, les gens de chez, j'ai fait jouer Croc dessus. Je suis allé le montrer, on cherchait un distributeur, donc je l'ai fait jouer à pas mal de monde. On a fini chez BlackRock, mais il y a aussi Benoît de la boîte de jeux qui a joué. Je suis allé faire jouer les boutiques que je connaissais, je suis allé faire jouer les potes, les auteurs, je suis allé embêter Philibert, Guillaume et Jacques, les auteurs de Kemet. Donc j'ai fait jouer toute la planète et entre mon idée, entre les retours qu'on avait avec les gens et autres, puis à chaque fois on débriefait et on continuait à discuter de ça avec Jérôme et Laurent, ça a fini par faire bouger les lignes. Et plutôt que de faire un jeu, au départ, ça devait être un jeu avec des figues, donc beaucoup plus gros, un jeu avec 7 scénarios et pas 5. Donc voilà, ça aurait donné une boîte à 100, 150 balles. Et la question, c'est est-ce que ça vaut le coup? Qu'est-ce que ça apporte? Comment tu fais marcher un truc comme ça? Et donc, il y a eu une bascule. Je pense que c'est le rendez-vous avec Benoît de la boîte de jeu, où lui met le doigt sur quelque chose, moi, qui me chiffonne depuis un petit moment, et des trucs où, même si mes expériences KS c'était cool, il y a quand même, tu tapes en frontal toute la communauté. Et ça, quand tu es éditeur et que tu passes par un distributeur, si tu veux aller discuter avec des gens, tu peux, mais t'as pas l'obligation d'y aller. Et ça change beaucoup sur KS, si tu essaies de vendre un jeu et que t'en fais pas la promo, que t'en parles pas aux gens, que tu vas pas discuter avec les gens, en fait... Ouais, il se passera rien. Ouais, et en fait, il se passera rien, mais je pense que ton jeu a quasiment aucune chance de marcher, quoi. Donc, ce truc-là, ça fait partie du modèle. Et donc, si tu demandes aux gens ce qu'ils pensent du jeu, en fait, bizarrement, ils vont te le dire. Et ils vont te le dire avec plus ou moins de bienveillance, plus ou moins de véhémence. Et si tu le dis à 10 personnes ou si tu le dis à 1000 personnes, t'as pas la même quantité de retour et de boulot à gérer, quoi. Donc, en fait, et Benoît a dit un truc en disant, lui, il a identifié ça comme ça sur KS. C'est que sur KS, les gens achètent pas ce que toi t'as envie de leur vendre, ils achètent ce qu'ils ont envie d'acheter. Et ça pose un gros problème, parce qu'on en revient tout à l'heure à ce qu'on disait sur les auteurs, c'est que si un auteur a une idée d'un jeu, et que derrière, quand les gens jouent, il le joue autrement, ça veut dire que son intention de départ, elle marche pas en tout cas. Il faut peut-être la corriger, la peaufiner. Et en fait, KS, c'est une boutique, quand tu vas vendre un truc, si toi tu veux vendre un truc et que les gens veulent en acheter un autre, forcément ça va créer de la déception et ça va être compliqué derrière. Oui, parce qu'en fait, j'ai l'impression que sur Kickstarter, les gens se sentent quasi propriétaires en fait du concept même, enfin de ce que tu leur proposes. Et pas juste récepteur en fait de ton jeu, quoi. J'ai l'impression qu'il y a vraiment l'idée qu'ils ont une plus forte implication dans ton projet et qu'ils ont du coup leur mot à dire sur l'évolution de ton projet. Ouais, mais c'est compliqué de faire le contraire parce que c'est ce que tu cherches. Ce que tu cherches, c'est d'embarquer du monde, d'avoir l'adhésion d'une communauté et tout ça. Et donc en fait, quand la communauté adhère, ça a des conséquences. Et en fait, tu es responsable de ce que tu as généré, quoi. Donc tu peux pas leur demander quelque chose et derrière pas avoir de contrepartie. Mais faut assumer. Faut assumer. Ok, et ça, c'était quelque chose que tu voyais pas adapté pour ce jeu-là, en fait. Un des trucs, par exemple, c'est le problème de rejouabilité et de narration. Et donc, tu dis aux gens, OK, on va bosser à fond. À l'époque, il y avait 7 scénarios pour faire une expérience de fou sur 7 scénars. Et la première réponse que tu as de KS, mais pourquoi pas 8 ? Pourquoi pas 9 ? Pourquoi pas rejouable à l'infini ? Et non, en fait, nous, on essaye de chercher un truc où on va chercher un niveau d'émotion, de narration et tout ça qui est beaucoup plus fort. Et pour ça, on a besoin que le jeu soit pas rejouable. En tout cas, pas rejouable à l'infini. Et donc voilà, se dire que tu vas perdre toute ton énergie et tout ton temps à faire de la pédagogie, à expliquer aux gens que ce qu'ils veulent acheter, c'est pas ce que tu veux vendre, mais que ça vaut le coup quand même et que ça vaut le coup d'essayer. En fait, c'était déjà mentalement épuisant avant même de le faire, quoi. Ok, ouais, je comprends tout à fait. Et donc à ce truc-là, à un moment, après avoir discuté, réfléchi, vu plein de gens, je reviens et on en rediscute avec Jérôme et Laurent et on dit ok, est-ce que ça vous dit de laisser tomber KS et qu'on fasse une boutique directement ? Ça veut dire revoir la dimension du projet. Pour que le jeu ait une chance de marcher en boutique, il faut qu'il soit beaucoup moins cher. Virer des figurines, voilà, il y avait plein de choix à faire dedans. Mais voilà, l'objectif c'était d'avoir un jeu qui a une chance de marcher en boutique et donc de faire les choix qui vont avec pour que pour pas le faire au pif et pas se dire ah c'est con, on a mis un jeu à 100 balles en boutique et personne l'achète, quoi. À ce moment-là, les scénarios qui existent déjà, ils sont déjà totalement écrits ou pas encore, ou parce que tu dis que vous êtes passé de 7 à 5 ? Alors, il y a le 1 et le 2 qui sont quasiment faits, même s'il y a eu beaucoup de modifications et d'évolutions depuis. Grosso modo, si les gens ont joué au 1 ou au 2 il y a plus de 3 ans, il y a eu plein de modifs sur le système de jeu, sur plein de choses, mais tu vas à peu près avoir l'impression de vivre la même histoire, le même déroulé. Les règles de campagne ont été fixées depuis, l'évolution du karma a été fixée depuis. La grosse modif, c'est qu'on est passé de cases en zone, donc ça change beaucoup. Moi, il y avait des trucs qui me chiffonnaient depuis le début au niveau des règles sur le fait que avec des cases, c'était des règles qui marchent en orthogonale et d'autres en diagonale et c'était pas homogène.
Donc ça, avec les zones, on a résolu ce problème. Il y a eu des textes qui ont été revus 1 million de fois, parce qu'en fait, en écoutant les gens lire les textes, tu te rends compte de ce qu'ils comprennent, de ce sur quoi ils butent, de ce qu'il faut corriger, et que finalement, se faire plaisir à mettre un mot compliqué pour dire un truc, ça n'a aucun sens si de toute façon les gens ne le comprennent pas, le lisent pas, ou butent dessus à la lecture. L'ergonomie a changé, on a modifié les dessins, voilà. Et tout ça, il y a eu... grosso modo, tu as l'impression sur le chapitre 1 et 2 de jouer à peu près à la même chose, mais en fait, en détail, il y a quasiment pas un seul truc qui est resté pareil. Et après, hormis la ligne de temps, sur l'aspect vraiment mécanique, il y a eu beaucoup d'évolutions. Vous avez été plus vers de l'épure au maximum, enfin, vous avez essayé d'épurer le plus possible les règles ou pas? Alors, un petit peu. Le problème, c'est qu'est-ce que t'enlèves, qu'est-ce que ça te coûte, et qu'est-ce que tu perds. Donc, on a eu des grosses discussions en termes d'intérêt stratégique du jeu ou autre. Notamment, le passage en zone, il a été un peu compliqué. Et en fait, maintenant, quand on voit comment ça marche, c'est plus possible d'imaginer que l'autre système était mieux, quoi. En fait, c'est ça. On est au même endroit, on interagit. On n'est pas au même endroit, on n'interagit pas. Et en plus, c'est naturel, tu te poses pas la question. Voilà, il y a des choses où on aurait encore pu pousser un peu plus loin. Moi, les lignes de vue, j'aurais bien aimé que ce soit un petit peu plus simple. On a trouvé des solutions pour la saturation des zones voilà. Il y a des trucs qui sont pas fous. Et après, tu vois, on en a parlé un petit peu après ta partie à Octogone. Pour moi, tous les défauts que tu pointes, ils sont vrais. C'est quand même un jeu qui est un peu technique, qui est fait plutôt par des informaticiens. T'as pas mal de lectures et de choses comme ça. On essaie de faire en sorte que ce soit logique ou autre. Mais en fait, cet aspect-là, il est présent. Et donc ensuite, on a tous un curseur différent là-dessus. Ce qu'on est prêt à accepter, ce qu'on a l'habitude de voir, pour profiter d'histoire. Et puis, il y en a pour qui c'est trop, il y en a pour qui c'est largement assez. Donc voilà, on a vraiment une approche, un ressenti différent là-dessus. Mais c'est assez rigolo parce qu'entre la première campagne et 5 scénarios, déjà, on voit qu'il y a une évolution de l'utilisation du système de jeu. Derrière, moi, j'ai beaucoup bossé sur la démo et c'est pareil. J'ai encore utilisé l'expérience que j'avais du boulot sur la première campagne. Et là, je fais les chapitres 6 et 7 de l'extension. Et en fait, ces chapitres-là, ils profitent à mort de tout ce qu'on considère avoir... Ouais, tu capitalises finalement sur toute l'expérience, les retours et tout. Exactement. Oui, parce que c'est vrai que ce qu'on s'était dit, nous, on s'est rencontrés vraiment. On s'était déjà croisés avant, mais on s'est vraiment rencontrés à Octogone. Et c'est vrai que moi, mon premier retour, bon, voilà, moi, je suis très relou sur les jeux narratifs parce que je cherche le jeu qui te permet le plus d'immersion. Et c'est vrai que tout ce qui est mécanique, la difficulté des mécaniques et des micro-manipulations, en fait, c'est que ça te casse. C'est des choses très techniques et qui te cassent de l'immersion. Et je comprends ce que tu veux dire sur les déplacements parce que c'est dans beaucoup de jeux narratifs, la question des déplacements et des lignes de vue, c'est un cauchemar. Pour moi, c'est vraiment un cauchemar, quoi. C'est vraiment quelque chose qui te sort du jeu. La ligne de vue étant le pompon, hein. Moi, j'ai des souvenirs de Descent horribles rien que pour ça. Où ça mais ça, des joueurs qui jouent à des jeux de figues ou des joueurs qui jouent à des gros jeux, enfin des gens qui ont l'habitude d'aller vers des trucs costauds, pour eux, ce sera naturel et ce sera pas un souci. Oui, je vois bien, c'est qu'on n'est pas du tout, et en fait, on n'a pas la même attente. C'est vraiment une question d'attente en fait entre les joueurs et joueuses. Et comme tu le dis, on n'a pas tous les mêmes. Notre seuil de tolérance est pas. Et c'est vrai que moi, je rêve d'un jeu où je vive l'histoire comme effectivement on peut le faire dans un jeu de rôle, mais avec tout le fait que ce soit peut-être ça n'existe pas et ça n'existera peut-être jamais, quoi. Non, mais ce que tu dis, ce serait la vision idéale d'Heredity, que t'aies pas besoin de règles, que t'aies juste des cartes à lire et que tu profites de ton histoire à mort. Mais ensuite, t'as une petite dimension un peu tactique de déplacement, de combat et tout ça. Et tu vois, là où il y a le plus de règles, c'est la ligne de temps, un peu les combats, et le truc où, tu vois, il y a quelques trucs perfectibles, mais effectivement, si au lieu d'avoir 20 pages de règles, on en avait 5 ou 10, en fait, on aurait, probablement que ce serait plus simple, mais qu'est-ce qu'on perd en enlevant ces règles, quoi? Ouais, je suis d'accord que c'est un équilibre qui est pas évident à trouver. Et c'est vrai que pour les joueurs et joueuses qui ont plus mon profil, nous, on va chercher des règles les plus épurées possibles, où finalement, on a très peu besoin. On se les approprie très rapidement et on a très peu besoin d'y retourner, de se poser de questions dessus, quoi. Mais après, je comprends aussi que c'est difficile parce qu'il y a bien des moments où tu es bien obligé de poser les règles, il faut bien que le jeu ait une réponse en fait aux problématiques parce que tu ne peux pas tout faire n'importe comment. Enfin, c'est évident aussi. Oui, et puis en plus, au départ, le jeu, c'est la vision de Jérôme et Laurent, même si maintenant, en 3 ans, j'ai quand même apporté pas mal de touches qui sont de trucs qui viennent de moi. Même si moi, j'aurais tendance à aller plus vers les purs,
c'est aussi peut-être pas le jeu que vous voulez faire, donc il y a des compromis qui ont été faits, et voilà. Et on pouvait pas attendre 3 ans de plus pour dire ok, on continue à épurer ou à tout tester ou autre, parce qu'en fait déjà au bout de 2 ans financièrement c'était, enfin voilà, la société, il fallait que le jeu sorte, sinon c'était la fin quoi. Oui, il y a aussi d'autres impératifs. Et puis à un moment, tu peux pas garder le projet. Enfin, c'est un peu comme des gens, tu sais, qui écrivent des thèses pendant 20 ans. Enfin, il y a un moment, il faut savoir clôturer. Enfin, il faut savoir terminer, en fait. Même si c'est pas... parce que le produit idéal n'existera probablement jamais. Donc, faut accepter aussi à un moment de ne pas atteindre la perfection, quoi. Et ça te permet, en fait, vu que c'est une démarche itérative de développement, de test et tout ça, d'édition aussi. Et te dire que ta deuxième boîte, tu vas corriger des trucs et elle sera peut-être mieux que ta première, et ainsi de suite, quoi. Je me posais aussi la question parce que on en a déjà, j'en avais déjà parlé avec Johan Servel quand on parlait de la narration, et aussi la difficulté, c'est que beaucoup de la narration dans les jeux de société passe par du texte écrit. Est-ce que ça, vous avez réfléchi à d'autres façons? Enfin, moi, j'ai aucune compétence en game design, donc j'en ai aucune idée géniale là-dessus, mais c'est vrai qu'on est encore très esclave de la narration écrite, en fait, de l'écrit dans les jeux de société. Est-ce que c'est des choses sur lesquelles vous réfléchissez, même pour les extensions, de trouver d'autres moyens de narrer que en passant par de l'écrit? Au départ, moi, j'aurais bien aimé déjà qu'il y ait de la musique, des événements, des effets sonores ou des trucs comme ça. J'ai déjà bossé plusieurs fois avec Barry Doublé, qui avait fait la musique de Claustro, qui a fait celle d'Abyss ou du 7e continent. Et j'aime bien ce qu'il fait, et il bosse avec une application qui s'appelle... un truc où c'est une petite app, et tu vas appuyer sur des boutons et ça te génère des sons précis à un instant T. Et donc pour nous c'est facile, tu mets un son associé à une carte, t'appuies dessus, et donc ça ce serait cool, mais en fait c'est pareil, c'est aussi une question de moyens. Pour la première boîte on n'a pas pu le faire. Tu peux passer par des images, il y a des choses, mais par exemple tout à l'heure tu parlais de Time Stories, demande aux gens qui jouent à Time Stories combien de personnes scrutent les images et profitent des dessins pour aller chercher des indices ou de la compréhension par rapport au texte. Et en fait je pense que c'est de l'ordre de 5%. Oui, je pense aussi, hein, parce que naturellement, on est quand même encore dans une idée de la narration qui passe par l'écrit, ouais. Donc il faut trouver des trucs, des astuces pour essayer de... Mais en fait, on est encore attaché à cette... Enfin, pour l'instant, ouais, en tout cas, on est enchaîné à l'écrit. Tu parlais des extensions là, sur lesquelles tu as travaillé. Donc tu dis que vous avez pu réutiliser en fait aussi tout ce que vous avez appris en faisant les 5 scénarios de la boîte de base. L'extension, elle est prévue pour quand? Alors, normalement, elle arrive à la fin de l'été, fin août, début septembre. Et ça sera une suite à la première campagne, ou ce sera un peu plus déconnecté? Alors, c'est un préquel. Tu vas jouer la même famille une dizaine d'années plus tôt. En termes d'histoire et de spoil, tu peux jouer les deux séparément. Donc, si tu veux commencer par l'extension ou par la campagne, ça a assez peu d'impact. On essaie de faire en sorte que justement les histoires soient pas trop liés, pour que si tu vois des trucs passer à droite à gauche, ça t'embête pas pour aller finir la campagne ou finir l'extension. Et au départ, il devait y avoir un seul scénario, et pour essayer de réduire un peu la durée des parties, j'ai finalement découpé le scénario en 2, avec une astuce narrative au milieu et des choses comme ça, pour essayer de faire en sorte qu'on limite le plus possible les parties autour de 2 heures de jeu. Ok. Parce que là, on a mis 2h30 de durée de partie. Il y a quand même assez souvent des parties qui durent 3 heures, 3h30, voire 4 heures. On peut pas non plus obliger les gens à pas parler, à pas discuter, mais si on arrive à maîtriser un peu mieux cette durée et qu'on vise plus et qu'on a plus souvent du 2 heures que du 3 heures ou 4 heures, je pense que c'est plus agréable pour les gens. Et il y avait aussi un point que vous soulignez, c'est que ce genre de jeux en campagne, souvent elles sont commencées et le taux en fait de campagne terminée est finalement assez faible. Ça, c'était aussi quelque chose que vous vouliez éviter, que vous aviez envie que les joueurs et joueuses qui commencent la campagne la terminent. Ouais, mais ça, c'est lié aux expériences de tous les autres jeux qu'on a dans notre entourage, que ce soit 7e continent, Gloomhaven, les Time Stories ou autres. Alors, Time Stories, c'est plus facile parce que chaque histoire, c'est un truc indépendant, mais combien de personnes ont fait toutes les histoires? Et donc, le format, le fait que finalement, ce soit un format plus court, l'immersion, la narration, le fait que les scénars soient assez punchy, était vraiment à côté... pas du cliffhanger à la série télé où à chaque fin de scénar, t'as un personnage qui a 2 doigts de mourir, mais en tout cas, que t'aies une grosse motivation pour faire la partie suivante, que tu vois la ligne d'arrivée. En fait, si t'as fait le premier scénario, il t'en reste que 4 derrière. Si tu t'essayes le deuxième scénario, t'es quasiment à la moitié de la campagne. Et tu sais que tu pars pas pour un an de jeu à faire que ça, pour espérer voir la fin de la boîte. Donc tout ça, c'est des idées où, en essayant de faire en sorte de mettre le plus de chances possible de notre côté, que les gens voient la fin de la boîte, l'expérience narrative soit plus satisfaisante, quoi. Mais t'as aussi le fait que le jeu est coop, que le nombre de persos est fixe, ce qui fait que si vous démarrez à 4 et qu'il y en a un qui s'ennuie, il quitte la partie et ça flingue pas la partie des autres. Oui, tu peux finir sans lui, quoi. Ça fout pas en l'air ta partie, quoi.
Et tu peux même intégrer quelqu'un en cours, tu vois, quelqu'un qui a raté le premier scénario, tu le résumes en 2 lignes, il peut démarrer au deuxième et finalement ça marche. Et puis si ça lui plaît, bon bah il rejouera une fois, le premier scénario une autre fois ou il le fait tout seul. Voilà, c'est d'être assez souple sur la manière dont tu amènes des gens pour leur faire essayer. Si ça leur plaît, tant mieux. Si ça leur plaît pas, les autres continuent. Et pour qu'il y ait le plus de chances possible que les gens voient la fin de l'histoire. T'en parlais à un moment, tu disais que tu as vu cette idée de la ligne de temps comme finalement une mécanique qui était déclinable dans d'autres jeux. Est-ce que, bon, aujourd'hui, vous avez sorti Heredity, vous allez sortir l'extension, mais est-ce que tu as déjà des projets avec les auteurs ou avec d'autres auteurs, soit de faire d'autres jeux très différents, ou bien de réutiliser la mécanique de Heredity pour proposer d'autres univers? Alors, un des trucs sur lequel Laurent et Jérôme étaient assez clairs, c'est qu'après la première boîte, ils feraient une pause. Donc, la suite, ce serait d'autres scénaristes. Pour l'instant, c'est moi qui fais l'extension et c'est moi qui vais chapeauter la première campagne. Je ne sais pas si je ferai des scénarios, si j'en ferai un, mais on est en train de créer une petite équipe pour faire ça. Mais l'idée, c'est de réutiliser le même système de jeu pour les raconter une même histoire. Et après, en discutant, les auteurs avaient en tête de faire une version kids. En fait, Jérôme joue avec ses gamines. Laurent a des neveux et nièces avec qui il fait du jeu de rôle Petit Poney. Et c'était quelque chose qui leur trottait dans la tête d'aller chercher une version beaucoup plus accessible pour des petits. Donc voilà. Oui, parce que Heredity, ça se passe dans un monde post-apocalyptique assez violent, enfin, qui est pas donc du coup l'univers n'est pas familial du tout, quoi. Enfin... Oui, alors pour anecdote, j'ai fait jouer mon frère et ses gamins. Donc Camille a 11 ans, avait 11 ans quand il a fait le test, et Alice, la petite, avait 6 ans. Donc on a joué le soir quand Alice est allée se coucher. Elle s'est relevée pour voir ce qu'on faisait à un moment. Elle s'est scotchée à table et elle n'a pas quitté la table jusqu'à 1h du mat. Et elle voulait tuer absolument tout le monde. Oui, bon, bah, elle est comme ma fille, cet enfant. Et au niveau mécanique, effectivement, la ligne de temps, les combats et tout ça, c'est pas trop son truc. Mais jouer son personnage, elle a regardé un tour et elle savait jouer son perso, il n'y avait pas de problème. Donc tu as vraiment plusieurs niveaux de jeu. Mais je suis d'accord, au départ, l'histoire, elle n'est pas trop écrite pour des petits. Oui, c'est plus le thème qui peut... Enfin, il y a des parents qui voudront jamais proposer ce genre de thème à leurs enfants. Ouais. Et en salon, quand les gens demandent, c'est ce que je fais. Je leur fais lire 1 ou 2 cartes où justement, notamment, on passe pas la mort sous silence, donc il se passe un truc quand on tue des gens, ce qui est juste normal en fait. Mais là, c'est écrit et donc il y a des mots là-dessus et peut-être que pour certains petits, c'est un peu dur. Si les parents sont OK avec ces cartes-là, en fait, ils peuvent embarquer des gamins à partir de 8-10 ans en fonction de leurs habitudes de jeu. Et par contre, il y a plein de gens qui me disent, OK, en lisant ça, nous, on essaie de faire attention à ce que nos gamins ne fassent pas trop de jeux vidéo et trop d'écrans où ils butent des gens. Ils vont attendre d'avoir 14 ans pour essayer et c'est très bien, quoi. Donc là, l'idée, ce serait éventuellement de faire réutiliser le même système pour faire un jeu, dirigé vers un public plus familial au sens, y compris vraiment, enfin, destiné même aux enfants, quoi. Alors, pas forcément. S'il y a une évolution mécanique là-dessus, ça viendra plutôt des auteurs, là, de Jérôme et Laurent. Là, pour l'instant, la deuxième campagne, c'est exactement les mêmes règles avec une autre histoire. Et on va aller embarquer un groupe de gamins, d'ados, dans un monde à mi-chemin entre du Stranger Things, du western horrifique et des films de Del Toro. Et là, on va se retrouver à peu près dans le même moule qu'Heredity, juste dans une autre époque, avec d'autres protagonistes, une autre histoire et d'autres trucs à découvrir. D'accord. Et ça, ce serait... T'as une date souhaitable ou souhaitée pour sortir ça? Alors l'idée avec Heredity, quand on a commencé un peu à structurer le jeu en termes de gamme, c'était de faire une grosse boîte et une petite boîte pour qu'il y ait une actu intermédiaire en boutique. Oui. Je suis pas sûr qu'on arrive à faire la sortie de la grosse boîte tous les ans ou tous les ans et demi, mais voilà, il faut réussir à trouver un rythme pour que les boîtes, les gens qui ont joué à une boîte n'oublient pas que le jeu existe quand une deuxième sorte, que les histoires soient toujours aussi cool, qu'on ait le temps de les faire et les tester correctement. Donc là, on est en train de grosse phase de test de l'extension. Je commence à mettre pas mal de choses par écrit sur la deuxième campagne. Mais je vois pas comment elle peut arriver Tu vois pas comment ça pourrait arriver d'ici la fin de l'année. Enfin, ce sera forcément 2025 de toute façon. Oui, voilà. Et si c'est septembre 2025, finalement, c'est plutôt pas mal. C'est pas mal. Ouais. Et comment tu trouves tes scénaristes en fait pour tu recrutes d'autres scénaristes? Comment, c'est des connaissances ou? Oui, c'est des connaissances. C'est le fait de faire du jeu de rôle grandeur nature, des gens qui écrivent des scénarios, il y en a pas mal. Mais moi, j'ai appris pas mal en étant assistant scénariste, entre guillemets, là, sur la première campagne. Et donc maintenant, sur la première extension, j'ai embarqué 2 de mes associés avec moi pour justement que eux commencent un peu à acquérir cette expérience-là. Et après, les autres scénaristes avec qui on bosse, c'est des gens avec qui j'avais bossé ou qui nous ont pas mal aidé sur les tests. Donc notamment, il y a quelqu'un là qui est dans le sud de la France, moi, qui j'avais beaucoup aimé bosser, on avait déjà aussi bossé sur les scénars de Conan il y a longtemps.
Et après, ça peut être Guillaume et Jacques, là, que j'ai cité plusieurs fois, Émeric et Victor. Émeric et Victor, c'est les auteurs de Differentio. Ils avaient fait du scénar de série télé, et ils sont assez fans de là-dedans, donc ils ont proposé leur aide. Il y a Greg Privat qui nous a filé un coup de main sur les lectures et tout ça sur Heredity, et pareil, il a dit qu'il pouvait être intéressé. Qui a écrit notamment Bureau of Investigation et puis du jeu de rôle. Hein. Exactement, ouais, qui est quand même plutôt quelqu'un de très calé là-dedans. Et voilà, et tous les gens qu'on a rencontrés qui sont intéressés. Il y a un des mecs de Malia là qui a adoré le jeu et avec qui on discute pas mal en salon quand on se voit, voilà, avec qui ça se passe très bien, qui serait peut-être intéressé. Et donc tout ça, c'est des pistes pour la suite ou autre. Le problème, c'est que pour l'instant, financièrement, j'ai pas les moyens de payer plein de gens. Donc tant que je peux pas payer, je fais pas bosser des gens gratos. Et quand je pourrai les payer, je le ferai avec grand plaisir. Mais oui, c'est la question de trésorerie après. Oui. Ouais. Mais sur le Heredity a eu de très bons retours. Ouais. Moi, j'ai eu l'impression qu'il avait quand même bien fonctionné. Oui. Pour un jeu qui est pas forcément tout public, parce que c'est un jeu narratif, coop, c'est déjà. Je dis pas que c'est un jeu dans une niche, mais c'est déjà un jeu qui a un public qui est pas le public mainstream. C'est pas comme un As-d'or en fait, tu vois, qui peut se vendre un peu à tout le monde. Ah ouais. J'ai l'impression que le jeu a quand même bien fonctionné. Vous êtes satisfait des 6 mois après la sortie, ouais? Alors déjà, le jeu est pas mort 6 mois après la sortie, donc ça c'est très bien. Ce qui n'est pas le cas de... Enfin, c'est pas courant, vu le nombre de sorties qu'il y a, il y a des gens qui en parlent mieux que moi, mais 9 jeux sur 10 qui sortent 2 semaines ou un mois après, ils n'existent plus, quoi. Donc ne pas mourir, c'est déjà une première victoire. Les premières ventes sont vraiment bien, mais en fait c'est que le début. Ça fait 3 ans que je bosse dessus, moi je me suis jamais payé, on a mis tous nos sous là-dedans. Donc avant qu'on arrive à une espèce d'équilibre, et pour l'instant on arrive à sécuriser l'avancée pour la suite. Mais pas le fonctionnement de la boîte, pas mon travail, donc là, je suis encore obligé de bosser à côté pour vivre et pour mettre des sous dans la boîte. Donc pour l'instant, c'est cool et c'est un bon démarrage, mais ça demande beaucoup de temps et beaucoup de moyens pour en arriver là, et on n'est pas encore à l'équilibre. Et d'investissement personnel, hein. Exactement, ouais. Ah ouais. Est-ce que tu as déjà une idée pour la deuxième boîte dont tu parlais tout à l'heure, du nom, ou ce sera c'est encore non décidé? Non, le nom n'est pas fixé. L'univers est fixé, la trame globale est écrite, je sais les thèmes que je veux aborder et les idées mécaniques. Il y a quelques trucs déjà qu'on a commencé à coucher sur papier et qui me bottent plutôt pas mal. L'idée, c'est de faire un gros découpage scénaristique de la campagne générale et du début et de la fin de chaque scénario. Ensuite, de valider qui va travailler sur quoi, de faire des premières sessions de travail pour avoir des allers-retours, des évolutions ou autres, pour que les gens travaillent sur les trucs sur lesquels ils ont envie de bosser. Et voilà. Donc pour l'instant, le nom, c'est un truc. Le livre de Swan est arrivé à la fin. Donc ouais, c'est pas fixé. Ok. Le jeu s'appellera Heredity, mais le sous-titre, on ne sait pas encore. Ok, le sous-titre. Mais tu vas garder en fait ce nom de Heredity en fait comme pour montrer que c'est la même gamme en fait de jeux, quoi. Ouais, en fait, c'est une astuce. On s'était posé la question de savoir si Heredity c'était un nom pérenne ou pas. Déjà, le nom marche bien. Ensuite, il y a pas mal de choses au niveau mécanique où tu vas un peu payer les conséquences de tes actes. Où il y a un système de. Et donc, pour moi, tu pouvais faire une espèce d'analogie entre l'héritage, l'hérédité. Et c'était un peu bancal. Et en fait, le truc qui est cool, c'est que dans la première boîte, tu joues une famille. Et tout à l'heure, je parlais d'astuces d'escroc pour rentrer dans un jeu. En fait, tu fais jouer une famille à des gens, tu leur fais peur et tu mets les enfants ou les parents en danger. En 1 minute 30, l'immersion, elle est là, quoi. Et finalement, cette astuce d'escroc, elle est assez cool. Et en fait, Heredity, ça parle un peu de ça. Ça parle de liens héréditaires et de ce qui relie un peu les personnages. Et donc, c'est devenu une espèce de contrainte scénaristique. Et on essaiera de faire en sorte de toujours jouer des gens qui sont liés par des liens héréditaires, d'où Heredity. Et puis, Oui, parce qu'en fait, tu proposes aux gens de jouer ce qu'ils sont, en fait. Enfin, il y a cette forme de... t'es de synchronicité entre ce que tu fais et qui tu es et qui sont tes personnages finalement. Donc. Ou en tout cas, tu t'identifies facilement parce que des parents, des enfants, des frères et sœurs, on en a tous autour de nous. Enfin voilà, c'est pas compliqué. Un des trucs faciles, c'est que la prise en main des règles en salon est très rapide. On départ en moins de 10 minutes. Et la prise en main du monde ou des personnages est immédiate. On vous dit juste vous jouez une famille dans un monde à la Mad Max ou à la Last of Us et vous allez vous faire bousculer, quoi. Ok. Tout le reste, tu vas le découvrir en jouant. Très bien. Bon, écoute, David, je te remercie beaucoup pour cette discussion. C'était super intéressant. Donc, merci à toi, c'était cool, ouais. Ouais. Et donc, l'extension cet été.
Et puis, la deuxième boîte à venir 2025, peut-être fin 2024, mais plutôt 2025, si je comprends bien. En fin 2024, ce sera pas possible. Ouais, ce sera 2025 et plutôt en fin d'année, je pense. Ok, très bien. Je te remercie encore. Et puis, on remercie tous les auditeurs et auditrices qui nous écoutent. Et à bientôt. Salut! Merci Paul Gara, merci à tous.